Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais laisser les dernières personnes qui sont en train d'arriver s'installer. Je suis Aline Sophie Maire, je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici à l'hôtel de ville. Je vous prie d'excuser Laurent Hénard ainsi que Lucienne Redercher et Franck Pitser qui ont en charge plus particulièrement ces sujets qui sont en déplacement à Nancy. Donc c'est pour cette raison que j'ai plaisir d'être avec vous ce soir. Je voudrais, Monsieur Storac, grand historien, vous souhaiter la bienvenue, mais vous êtes également le président du Musée national de l'histoire de l'immigration. Et avec la ville de Nancy, on est une des rares collectivités à avoir signé un partenariat. Nous accueillons d'ailleurs ici même, le 17 décembre prochain, une rencontre régionale sur du réseau Histoire et Mémoire de l'immigration en Grand Est. Voilà, c'est un grand merci vraiment de votre présence parmi nous. Monsieur Pierre Daume, qui a accepté d'animer cette conférence. Je voudrais saluer également les associations partenaires de cette soirée, notamment Diwan en Lorraine, qui est à l'origine de cet événement. Cher monsieur Yves, voilà, qui est derrière moi, qui se cache, mais également toutes les autres associations, notamment l'association culturelle juive de Nancy, monsieur Francfort, qui est là, voilà, qui se cache aussi derrière moi, et puis le forum de l'IRTS de Lorraine. Mesdames, Messieurs, vous tous ici présents, je voudrais, parce que vous êtes nancéens ce soir, vous que vous veniez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Nancy et en Lorraine plus largement, qui est une terre, vraiment une terre de passage, une terre de frontières. Nous avons beaucoup de frontières avec des pays voisins. Et autant pendant les périodes de guerre que pendant les périodes de paix, en tout cas, nous avons toujours été une terre d'accueil. D'ailleurs, à ce sujet, le roi Stanislas, c'était un roi polonais, il nous a légué cette magnifique place Stanislas, et il a été également l'un des défenseurs, des protecteurs de la communauté juive à son temps, à son époque. Nous allons évoquer l'immigration économique également, j'imagine, ce soir. En tout cas, dans notre région aussi, nous avons été beaucoup impactés, notamment sur des populations qui sont venues du Maghreb, à la fois pour toutes les activités économiques du siècle dernier, mais également en temps de guerre, des soldats qui sont venus aussi de très loin et qui sont souvent restés ici en Lorraine. C'est une tradition vraiment d'accueillir les étrangers. C'est également, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais élue à la jeunesse. Notre université, nous avons 50 000 étudiants et nous avons plus de 5 000 étudiants étrangers qui viennent tous les ans poursuivre leurs études en France. Et je pense que c'est se former, se professionnaliser, c'est une chance à la fois pour eux, mais aussi pour nous. Voilà, je voudrais également revenir sur le temps plus présent où nous avons été touchés par des attentats, que ce soit la communauté juive, mais également la communauté musulmane. En tout cas, c'est tous les Français qui l'ont été. Et nous avons célébré hier, notamment l'attentat du match de foot des terrasses parisiennes, du spectacle du Bataclan. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons perdu une petite ancienne, Marie Lesser, qui était au Bataclan ce soir-là. Voilà, c'est aussi des attaques comme celle-ci qui parfois nous ébranlent. Et il est important que nous puissions lutter contre ces haines racistes, antisémites, homophobes qui se propagent un peu partout. Aujourd'hui également, via les réseaux sociaux, j'imagine que vous allez également en parler, on a tout et son contraire qui circule de cette manière-là. Voilà, je ne veux pas être trop longue, j'avais des tas de choses à vous dire, mais je pense qu'il ne faut pas que je sois trop longue, parce que c'est surtout notre conférencier que vous voulez écouter. Ce que je voudrais vous dire également, c'est que à Nancy, en tout cas, aujourd'hui on est nancéens, voilà, on est tous nancéens, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, que ce soit un homme, une femme, noir, blanc, hétérosexuel, homosexuel, peu importe. Et je pense que c'est en partageant, en se connaissant, en se parlant, en apprenant qui on est et qui est l'autre, que l'on pourra lutter contre toutes ces haines qui nous pourrissent la vie et
ce soir, on est un très bon exemple. Voilà, je vais vous laisser à la conférence, je ne vais pas être plus longue. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, je vous remercie d'être si nombreux, si mélangés aussi. Donc, je suis responsable de l'association Diwan. Ça fait 13 ans qu'on existe, et on existe autour d'un partage culturel. Donc, Orient-Occident, la culture en partage, c'est ce qu'on souhaite partager. Et cette année, on a bâti un site qui s'appelle Maghreb Pluriel, où on souhaitait parler de ces relations entre juifs et musulmans. J'ai moi-même et M. Stora de la même manière vécu cette période-là où je suis né dans un quartier où juifs et musulmans coexistaient, j'ai grandi là-dedans et aujourd'hui on a l'impression que les barrières s'érigent, il faut retisser les liens et donc il faut bien que quelqu'un fasse un pas. Et même si le chemin est risqué, il faut le prendre. Et donc on l'a pris en tout début avec Vanessa Paloma Elbaz conseil du département sur un magnifique projet qu'elle porte qui s'appelle Rouya, les archives sonores du Maroc juif, où elle essaye de collecter ce qui est un patrimoine commun. On l'a continué avec Jacqueline Gosselin autour de la Cinémathèque d'Alger. On est très heureux d'accueillir Rouya Benjamin, donc M. Benjamin Stora, non seulement comme un historien émérite qui peut nous éclairer, mais aussi comme quelqu'un qui a vécu ce dont nous avons envie de parler. Nous en parlerons aussi avec Marie Kakel, qui est là au deuxième rang, qui va nous parler de gastronomie, comment la cuisine juive marocaine s'est-elle installée en France. Nous en parlerons avec Nora Kriev autour d'une interprétation théâtrale et nous nous retrouverons encore en partenariat des amis de l'association culturelle juive, où là, une jeune fille témoigne de l'incompréhension de sa maman juive tunisienne étant partie en Tunisie et continuant à chanter Kulthum, et vous verrez qu'on a tant de référents communs et tant de choses à partager. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je suis très heureux de vous voir, de nous voir, de pouvoir sentir mon odeur dans la vôtre, parce qu'on n'est pas si différents les uns des autres, il suffit qu'on se donne le temps de prendre connaissance de la culture de l'autre. Merci. Il a tout dit. Je ressens exactement la même chose pour l'association culturelle juive. On a trouvé la base d'un partenariat qui est quelque chose qui se construit de fort, parce que l'association culturelle juive a été fondée au départ dans les années 20 par des migrants, des juifs qui venaient de Pologne, de Lituanie, d'Europe centrale, et qui tenaient beaucoup à la culture yiddish. Vous allez me dire quel rapport avec l'islam, mais il y a des Tatars en Pologne qui sont musulmans, il y a des juifs d'Europe centrale qui ont amené de la musique klezmer. Tiens, on a un concert klezmer samedi soir. Jusqu'à Constantinople, jusqu'à Istanbul. Hein. Donc, on est dans cet échange et on tient à faire ça. Et je crois qu'on se rejoint largement dans ce désir de partager une culture qui nous rapproche. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je vais moi-même être très bref pour lancer Benjamin Stora. Donc je rappelle, juste pour mémoire, que Benjamin Stora est essentiellement un historien spécialiste de l'histoire du passé colonial français en Algérie, mais il a aussi soutenu une thèse d'État sur l'immigration algérienne en France. Il est professeur des universités, inspecteur général de l'éducation nationale et, comme il a été mentionné, président du musée de l'histoire de l'immigration qui se trouve à Paris, à la Porte Dorée. Benjamin Stora est né en 1950, tu me permets de donner ta date de naissance en quelque sorte, dans une famille juive de Constantine, et il est vraiment aujourd'hui dans le paysage intellectuel français un des meilleurs ponts entre l'Algérie et la France. Moi qui connais très bien l'Algérie, je peux vous dire combien
Benjamin Stora est reconnu en Algérie, il est apprécié en Algérie, il est même aimé en Algérie. Tu as de très nombreux amis là-bas. Et il a, parmi la trentaine d'ouvrages qu'il a écrits, il a co-dirigé avec l'intellectuel tunisien Abdelwahad Medeb en 2013, donc Abdelwahad Medeb qui est décédé récemment. Il était, pour ceux qui écoutent France Culture, il était la voix de culture d'islam hein, pendant de longues années sur France Culture. Il a donc co-dirigé ce livre essentiel, lourd en poids et lourd en idées, lourd en histoire, lourd en ouverture intellectuelle, donc qui est l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Et donc c'est de cela essentiellement que tu vas nous parler ce soir, avec, comme le disait Madame l'adjointe au maire, cet espoir que dans cette situation aujourd'hui de la France, parce qu'on n'est pas là pour se cacher la réalité, même si on peut apprécier profondément cette collaboration entre Diwan en Lorraine et l'association culturelle juive, aujourd'hui, la situation est grave, on va dire. Un vieil antisémitisme européen est toujours présent, il se combine avec un antisémitisme venu du Maghreb, et là, la question qu'on peut se poser, c'est cette idée qu'il y aurait une espèce de culture antisémite dans le Maghreb et qui irait jusque dans les familles maghrébines en France. Quelle est la part du mythe, quelle est la part de la réalité? Et il y a aussi, surtout, et les événements récents l'ont montré, une montée de la haine contre les musulmans, de ce qu'on peut appeler l'islamophobie ou le racisme anti-musulman, qui fait que, me semble-t-il, aujourd'hui, lorsque l'on prononce le mot racisme, alors qu'en France on a l'habitude d'ajouter racisme, donc la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il me semblerait bon aujourd'hui, malheureusement, je dirais, parce que il était normal de souligner l'antisémitisme en France qui est historique, mais aujourd'hui il me semblerait bon, malheureusement, de rajouter la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine des musulmans ou l'islamophobie. C'est sur ces mots à la fois positifs et un peu inquiets que je laisse la parole à Benjamin Stora, et je ne vais pas, contrairement à ce qui est dit, animer le débat. Benjamin va se débrouiller très très bien tout seul. Je reviendrai dans environ 45 minutes pour lancer le débat et distribuer le micro à travers la salle. Nous aurons à ce moment-là un échange. Benjamin, je t'en prie. Bien, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Madame l'adjointe au maire, merci beaucoup les représentants de Diwan et de l'association culturelle juive, puis merci beaucoup à vous tous d'être venus si nombreux ce soir à Nancy. J'étais déjà venu à Nancy, c'était au lycée Poincaré, mais là j'allais presque dire la consécration, parce que c'est l'hôtel de ville, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus imposant, qui s'adresse à un public encore plus nombreux. Et donc, ce que je ferai devant vous ce soir, c'est non pas une sorte de cours magistral sur cette histoire, mais plutôt d'essayer de se poser un certain nombre de questions et peut-être aussi d'envisager des pistes, des hypothèses de réponse. Alors d'abord, vous dire que l'histoire de cette encyclopédie, Histoire des relations entre juifs et musulmans, qui a été publiée en 2013, l'origine de cette aventure intellectuelle, c'est le fait qu'avec Abdelwahad Medeb, on s'était dit, dans le fond, qu'on était peut-être les derniers représentants physiquement vivants
à avoir vécu, grandi dans un univers judéo-musulman, lui à Tunis et moi à Constantine, et qu'on avait pu voir, évidemment, à la fois l'aspect de convivialité et de conflit qui existait. Donc, de toute manière, dans un sens comme dans l'autre, eh bien, le fait d'être ensemble dans un même univers, en fait. Et le fait d'être dans ce même univers, eh bien, se perd, et on a le sentiment que dans les jeunes générations, c'est ce qu'on se disait à l'époque avec Abdel Wahab, c'est que cette perte d'histoire, cette perte de transmission, eh bien, risquait de porter préjudice à la fois aux juifs et aux musulmans, dans le fond, par la perte de cette mémoire commune. Parce que c'était une civilisation, en fait, commune, puisque juifs et musulmans ont vécu ensemble, on va y revenir rapidement, pendant 14 siècles. Ce n'est pas simplement 6 mois ou 10 ans, mais vous savez, c'est une histoire très ancienne, c'est une histoire très longue. 14 siècles d'histoire, c'est beaucoup. Hein. Et comment se fait-il, bien sûr, que cette histoire ensuite s'est interrompue, a pu se briser, et pourquoi cette conflictualité a pu exister. Alors on s'est dit, dans le fond, puisque nous sommes, c'est ce qu'a rappelé René tout à l'heure dans son intervention, dans le fond, puisque nous sommes encore tous les deux en activité intellectuelle, pourquoi ne pas essayer de reconstruire et transmettre cette histoire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle puisse continuer, disons, à vivre. On a fait donc ce dictionnaire, et en 2013, et ce qui est quand même assez étonnant, c'est le succès éditorial de ce livre, qui est quand même très cher, et qui s'est vendu à près de 20 000 exemplaires. Donc en l'espace d'une année à peine, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'il existait une soif, une volonté de comprendre, de connaître, disons, cette histoire, cette relation très particulière, très singulière entre juifs et musulmans. Et puis, vous le savez, ensuite, un an plus tard, Abdel Wahab est décédé, très vite, très rapidement. C'est assez terrible, parce que dans le fond, on a fait, avec ce livre, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, dans beaucoup de villes de France, bien sûr, hein, à la fois, par exemple, à l'Institut du monde arabe et au Musée d'art d'histoire du judaïsme, à la fois dans des villes comme, bien sûr, Marseille, mais aussi Lyon, Paris, mais aussi dans des villes, et ça c'était assez étonnant qu'on le fasse ensemble, tous les deux, en l'année 2013-2014, mais aussi dans des villes comme Alger, Tel Aviv, Haïfa et Rabat. Donc c'était quand même assez étonnant dans cette année extraordinaire 2013-2014. Alors pourquoi je vous rappelle tout ça? C'est parce que ce qu'on a pu faire peut-être en 2013, ce serait plus difficile aujourd'hui, en 2019. Parce qu'entre-temps, bien sûr, il y a eu les attentats, ça a été rappelé à l'instant, notamment les attentats de 2015. Il y avait eu déjà avant l'attentat de 2012, hein, l'assassinat de jeunes juifs, d'enfants juifs par Mohamed Merah en 2012, et on avait déjà senti à la sortie de cette encyclopédie toute la difficulté qu'on avait à nous adresser, disons, à des publics diversifiés. Mais alors là, je pense qu'aujourd'hui, en 2019-2020, ce serait encore plus difficile. Et pourtant, je suis là ce soir et on va quand même essayer de discuter, on va quand même essayer de garder, disons, les fils hein, de cette histoire sur le plan culturel, sur le plan historique, etc. Donc ça, c'est ce propos que je voulais simplement vous donner en introduction pour vous dire que, bien, grâce au travail intellectuel, grâce au travail historien, de philosophe, de sociologue, d'anthropologue, etc., de linguiste, eh bien, il y a quand même la volonté de préserver, disons, je vais presque dire, ce trésor intellectuel, cette civilisation qui progressivement, disons, se délite, progressivement, il y a cette distanciation qui s'est opérée, etc. La deuxième chose que je voudrais vous dire rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que très souvent, ou trop souvent, on a tendance à concevoir cette histoire soit sur un biais idyllique, c'est-à-dire l'âge d'or d'une civilisation commune entre musulmans et juifs, évoluant au fil des siècles à travers ce qu'a été la musique, la littérature, la philosophie, bien sûr avec l'aventure intellectuelle de l'Andalousie. Hein, et on a les grands noms qui reviennent tout au long de cette histoire très longue, à travers des grands noms, bien sûr comme Maïmonide, bien sûr à Cordoue, qui ne s'exprimait d'ailleurs qu'en langue arabe, qui n'écrivait qu'en langue arabe. Alors ça, il faut quand même le savoir, mais aussi Averroès, dans la même trajectoire. Je prends ces deux noms, bien sûr, parce que c'est les plus célèbres, c'est ceux qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Donc on peut avoir la nostalgie
disons, de cet âge d'or. Nostalgie d'ailleurs qui a été chantée, qui a été rêvée, qui a été transmise par la musique. Moi, je me souviens par exemple de mon enfance, un grand chanteur de musique arabo-andalouse, Malouf de Constantine, le chef Raymond, qui chantait en arabe la nostalgie de cet âge d'or perdu et les amours perdus de l'Andalousie. C'était ça qui faisait son succès, à la fois dans la communauté musulmane et dans la communauté juive. Mais c'est cela, c'était cela qui chantait, fondamentalement. Ou alors de voir cette histoire par sa fin, c'est-à-dire depuis un siècle, exclusivement sur le biais de sa séparation, des conflits, de la guerre, de la haine, etc. Je crois que tout le problème qu'on a eu en fabriquant cette histoire, et aujourd'hui toujours, tout le problème c'est d'essayer de ne pas succomber à une histoire idyllique, disons de nostalgie embellie, ou inversement à une histoire exclusivement faite d'affrontements, de conflits, de guerres, etc., etc. Il faut tenir le travail intellectuel, précisément, quelque part à mi-chemin, disons, entre ces deux aspects, entre ces deux pôles, disons, de réflexion. Et naturellement, c'est pas facile, hein, c'est pas évident, parce que les reproches peuvent venir d'un côté comme de l'autre, si on essaie de se tenir sur une histoire, je vais presque dire à mi-chemin, hein, entre cette nostalgie perdue et cette espèce de relent d'agressivité, de guerre qui a pu exister. Alors, il est bien évident que si on essaye de voir, disons, cette histoire, il y a là aussi deux possibilités. Soit on s'en réfère uniquement à un biais exclusivement de type religieux, c'est-à-dire, dans le fond, cette séparation a toujours existé parce qu'il y avait des oppositions à caractère religieux entre juifs et musulmans. C'est ce qui expliquerait, disons, par la suite, à la fin de l'histoire, le dénouement, l'affrontement et la séparation. Donc ce serait effectivement une opposition, une interprétation ou un regard qui est exclusivement de type religieux. On peut avoir cette lecture-là. Ou on peut avoir une autre lecture, je ne vous cacherai pas que c'est plutôt la mienne, on a une autre lecture, c'est que cette séparation, bien sûr qu'il y a, je vais y revenir, un fondement religieux, mais il y a surtout des convulsions historiques. Il y a des tremblements de terre historiques qui ont joué dans la séparation. Et pas simplement des histoires religieuses, parce que sans quoi, si c'était exclusivement une question religieuse, alors pourquoi il y aurait eu 14 siècles, c'est beaucoup, 14 siècles, de présence de juifs en terre d'islam, si c'était depuis toujours une question de séparation religieuse. 14 siècles, vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est considérable comme temporalité historique. Donc, la question religieuse, si elle doit être examinée, bien sûr, parce que c'est deux conceptions, bien sûr, de la religion, elle doit être prise, cette question-là, dans des contextualisations historiques. Et dans le fond, moi, ce que je ferais essayer de faire devant vous ce soir très rapidement, c'est d'essayer d'indiquer des points de repère, disons, de conflictualité, de séparation, de convivialité, mais qui ont plus à voir avec, disons, l'histoire réelle en train de se faire, que simplement la lecture différente de la Bible ou du Coran. Parce que si c'était simplement ces questions de lecture religieuse, encore une fois, eh bien, ce serait relativement simple, on examinerait cette histoire essentiellement au prisme de l'essentialisation religieuse d'un côté comme de l'autre. Et ça évacuerait, disons, toute dimension historienne, toute dimension historique. Alors, pour moi, quelle est l'origine, quelles sont les étapes, quels sont les marqueurs, les points, disons, de référence dans cette, disons, séparation entre juifs et musulmans, qui est donc dans le fond récente, qui date depuis un siècle et demi, après 14 siècles de vie commune. Quels sont ces points de référence? D'abord, il y a un aspect qui est tout à fait essentiel, qui est très important, c'est, disons, ce qu'on pourrait appeler la Révolution française, avec la question des idéaux de la Révolution française, de l'émancipation citoyenne, de l'égalité, et qui a transformé considérablement en France et en Europe en général, bien sûr, la vie des communautés juives, c'est-à-dire dans le fait d'accéder à la citoyenneté. Dans le même temps, dans le monde musulman, ce qu'on ne sait pas en Europe, c'est qu'il y avait, tout au long du XIXe siècle, par exemple dans un pays comme la Tunisie, la volonté aussi de réfléchir à une forme, disons, différente de protection des minorités non musulmanes à travers la question d'une élaboration citoyenne d'égalité. C'était par exemple la notion de la constitution du Destour en Tunisie en 1863, où il y avait cette volonté politique, disons, de ne pas en rester à des considérations religieuses pour le fonctionnement des États et des sociétés, et d'introduire les notions d'égalité politique. Je prends l'exemple
de la Tunisie, mais on pourrait aussi prendre l'exemple de la Turquie, ensuite de la Turquie ottomane, bien sûr, qui va progressivement essayer d'introduire, disons, cette notion d'égalité, etc. C'est une question très très importante. Pourquoi? Parce que les Juifs en terre d'islam, évidemment, pendant tous ces siècles que j'ai évoqués, eh bien, ont évolué dans un monde effectivement religieux, du point de vue de ce qu'était l'organisation de la société, et en terre d'islam, ce qui existait bien sûr la charia, qui était une organisation administrative de droit musulman, où il y avait effectivement un classement par communauté. Et les Juifs, naturellement, en terre d'islam, étaient à la fois des sujets protégés, à la différence de l'Europe, mais soumis. C'est-à-dire qu'il y avait ces deux aspects qui existaient, ce qu'on appelait la timitude, en terre d'islam, mais qui étaient perçus quelque part comme un progrès à l'époque où ça se passait, par exemple au 10e, 13e, 14e, 15e siècle. Preuve en est que lorsque les Juifs sont expulsés d'Espagne en 1492, ils vont aller se réfugier dans l'Empire ottoman. Ils ne vont pas se réfugier en Europe de l'Est, ils vont partir dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'ils vont partir, effectivement, d'Istanbul jusqu'au Maroc, et c'est dans l'Empire ottoman qu'ils vont essayer de chercher, naturellement, les moyens de cette protection, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Mais ils étaient en même temps dans un environnement qui était, bien sûr, sous administration de type religieuse. Donc c'était à la fois protection et soumission. Donc c'était les deux aspects, je parle là du 12e, 13e, 14e, 15e, 16e siècle. Le problème, effectivement, dans ce qu'on pourrait appeler les premiers instants de séparation, c'est la question de l'égalité politique. Le problème de la sortie, disons, de la notion de soumission-protection à la notion d'égalité civile. Et ça, c'est une discussion très 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 importante qui va être perturbée par l'arrivée de la colonisation française, notamment en Algérie, au Maghreb au sens large, et qui va introduire cette notion d'égalité, mais à travers le décret Crémieux de 1870, seulement pour la communauté juive, et non pas pour la communauté musulmane. Et ça, c'est une question tout à fait décisive, parce que la notion de l'égalité politique, l'égalité citoyenne, reconnue, disons, pour tout le monde, eh bien, va s'introduire par l'intermédiaire d'un tiers, qui est le colonisateur, en fait, qui est un tiers, c'est quelqu'un qui est extérieur à cette histoire, disons, en situation de réflexion sur une seule communauté. Pourquoi? Parce que la communauté la plus petite par rapport aux musulmans qui étaient beaucoup plus nombreux, en fait, fondamentalement. Et donc l'introduction de l'égalité citoyenne, dans le fond, ne présentait pas, entre guillemets, de risque, de danger pour la présence française, puisque, en fait, c'était une clientèle, disons, électorale future, relativement peu nombreuse par rapport à la communauté musulmane. Et donc, il n'y a pas eu extension de cette notion de citoyenneté pour l'ensemble des indigènes. Et cette question est décisive, parce qu'à partir de ce moment-là, bien sûr, le rapport à l'égalité, le rapport à la citoyenneté, à la République, qui sont des notions très fortes, naturellement, eh bien, vont être perçus différemment par les uns et par les autres. C'est-à-dire que là, vous avez les premiers éléments très importants sur le plan historique, très profonds sur le plan historique, qui ne relèvent pas de la question religieuse, mais qui relèvent essentiellement de la question politique, essentiellement de la question citoyenne. Et là, vous avez une séparation qui va s'appliquer. Alors cette séparation, qui va gagner l'ensemble, dans les imaginaires, l'ensemble du monde musulman, fait que les Juifs appartenant au monde musulman au sens large vont avoir comme référence la fameuse adoption du décret Crémieux. Et les alliances israélites qui vont se mettre en place au Liban, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, etc., non pas en Algérie, puisque l'Algérie était considérée comme française, et bien toutes ces alliances israélites vont promouvoir l'idée, disons, d'une émancipation citoyenne par la République française, à laquelle vont se rallier, bien sûr, la plupart des communautés juives dans le monde musulman, essentiellement. C'est une question historique, qui n'est pas, encore une fois, j'insiste sur cet aspect, qui n'est pas simplement une question, comment dirais-je, qui n'est pas simplement une question de lecture religieuse différente. Et sur cette question-là, il faut s'attarder un petit peu. Pourquoi? Parce que cette promesse d'émancipation, d'égalité, qui fait se séparer, disons en particulier en Algérie, les Juifs des musulmans, les indigènes, ne s'est pas faite automatiquement. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas accédé immédiatement à la nationalité et à la citoyenneté. Et ça va prendre 2 générations. Ça va être très long, parce que l'arrachement à une histoire de 14 siècles ne peut pas s'accomplir en l'espace de 6 mois, d'une nuit, c'est pas possible. Lorsque les gens ne parlent pas français, ils ne parlent qu'en arabe, ne s'habillent qu'en ottoman ou en arabe ou en berbère, enfin qu'importe, eh bien ça ne peut pas se faire très vite.
Il faut du temps pour ça. Il faut bien entendu d'autres événements historiques. Et le décret Crémieux ne suffit pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a institué un décret par en haut qu'automatiquement il va y avoir une adhésion rapide par le bas dans la société. Quels sont ces éléments? Quels sont ces événements qui font qu'il va y avoir effectivement cette adhésion? Eh bien, c'est l'antisémitisme européen qui va faire que les Juifs d'Algérie et du Maghreb en général vont se rabattre sur la République pour se protéger. Parce que l'antisémitisme européen, en Algérie en particulier, était extrêmement puissant. Par exemple, Édouard Drumont était député d'Alger. Drumont était le député d'Alger. Drumont était un antisémite féroce qui avait écrit un livre qui s'appelait La France juive, et il était député d'Alger avec un autre antisémite féroce qui s'appelait Max Régis. Et un autre encore qui s'appelait Émile Morino, qui était maire de Constantine. Et l'antisémitisme européen, extrêmement violent, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, dans les années 1894 jusqu'en 1914, fait que le processus, disons, de protection par l'État républicain contre l'antisémitisme européen à nature maurassienne et royaliste va pousser, disons, de plus en plus les Juifs d'Algérie, précisément dans la voie de l'assimilation républicaine. C'est un processus historique qui va prendre par conséquent 2 générations. Mais dans le même temps, les élites indigènes musulmanes ne sont pas à l'écart. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles ne sont pas à l'écart de ce processus-là. Car les premières élites indigènes musulmanes, qu'est-ce qu'elles réclament? Je parle des années 1880, 1914, 1920. Elles réclament l'égalité citoyenne, c'est-à-dire le fait de pouvoir être à la fois français et musulman à part entière. Ce que réclame Ferhat Abbas, qui est un leader algérien, je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous les mots que je prononce, eh bien Ferhat Abbas, par exemple, ou l'émir Khaled, qui est le petit-fils de l'émir Abdelkader, qu'est-ce qu'il réclame? L'extension du décret Crémieux. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire rentrer à égalité dans la République. C'est-à-dire qu'ils ne réclament pas, dans un premier temps, la séparation de la République, mais à égalité. Ça veut dire que la question de la promesse républicaine émise par la France, elle pénètre l'ensemble des communautés. Or, il y en a une qui va en bénéficier, l'autre non. Mais les élites d'origine, enfin les indigènes, pour aller vite, musulmanes, eh bien, dans un premier temps, eh bien, leur aspiration, bien sûr, c'est dans le fond d'entrer dans la cité républicaine. Et d'ailleurs, Ferhat Abbas va écrire un livre qui s'appelle Le jeune Algérien, qui va publier en 1931, et qui dit cela. Nous voulons être français et républicains et musulmans, et rester musulmans par entière. C'est ça sa revendication. C'est ce qu'on appelle à l'époque une revendication assimilationniste. C'était l'assimilation. C'est l'assimilation au sens politique, pas au sens culturel. Il faut le concevoir de cette manière-là. Pourquoi je dis cela? C'est parce que dans le fond, la première grande séparation, elle est là. Elle se fait sur un tremblement de terre historique qui est, disons, qui démarre dans les années 1850 et qui va aller jusqu'à l'entre-deux-guerres.